Le lustre en cristal baccarat réfléchissait 1000 éclats de lumière sur les murs du Grand Palais, où 300 invités buvaient du Dom Pérignon, tout en feignant l'intérêt pour la vente aux enchères caritatives. Moi, j'observais tout depuis ma position stratégique près de la colonne de marbre, calculant combien d'argent réel serait réellement récolté par rapport à celui qui serait dépensé en apparence. 42 années à naviguer dans ces cercles m'avaient appris que la générosité publique survivait rarement aux portes fermées. Mon père m'observait depuis l'autre extrémité de la salle, avec ce regard de requin qui signifiait affaire. À ses côtés, Isabelle Rousseau souriait avec des dents trop parfaites, ajustant le collier d'émeraude qui coûtait probablement plus cher qu'un appartement dans le Marais. Dans 2 heures, il annoncerait nos fiançailles. Dans 2 heures, ma vie deviendrait une transaction d'entreprise en robe de mariée. Monsieur Beaumont, l'ambassadeur allemand demande des nouvelles de la fusion avec Hoffman Industries. La voix de Théo interrompit mes pensées avec cette cadence douce que j'avais appris à reconnaître même dans les pièces bondées. Je me tournai vers lui, remarquant comment la lumière dorée caressait ses mèches cuivrées qui retombaient toujours en désordre sur son front. Peu importe la quantité de gel qu'il utilisait, ses yeux couleur miel m'étudiaient, avec cette intensité déconcertante qui me donnait l'impression d'être transparent. Dis-lui que la fusion a autant de chances de se réaliser que la scène de couler à l'envers, répondis-je en ajustant mes boutons de manchette en or blanc. Mais emploie des mots plus diplomatiques, Marchand. Tu as ce talent-là. Une lueur amusée traversa son regard. Vous voulez dire que je dois mentir avec élégance? Je préfère parler d'optimisme créatif. Cela faisait 14 mois qu'il travaillait comme mon assistant personnel, et chaque jour je découvrais de nouvelles couches sous cette façade d'efficacité professionnelle. La façon dont il mémorisait mes préférences avant même que je les exprime. Comment il détectait mes sautes d'humeur à la vitesse à laquelle je tambourinais des doigts sur le bureau. La manière dont il prononçait mon prénom. Quand nous étions seuls, le dépouillant de toute formalité jusqu'à le rendre dangereusement intime. « Votre père approche », murmura Théo, et il y avait dans son ton quelque chose qui me fit penser qu'il savait exactement ce qui allait arriver. « Avez-vous besoin que j'invente une urgence ?» L'espace d'une seconde, je fus tenté d'accepter cette sortie lâche. Mais les Beaumont ne fuient pas. Nous avions bâti un empire de marques de luxe, en affrontant chaque bataille de front, même celle que nous aurions préféré éviter. Ce ne sera pas nécessaire, mais reste près de moi. Les mots sortirent chargés d'un sens que ni lui ni moi n'osions nommer. Mon père arriva, Isabelle au bras, déployant ce sourire corporate qu'il utilisait pour conclure des accords de plusieurs millions. « Laurent, il est temps. Le notaire a déjà préparé les documents. » Isabelle m'examina d'un œil calculateur, évaluant la marchandise qu'elle s'apprêtait à acquérir. « Ton père dit que tu collectionnes quelque chose, mais il ne précise jamais quoi. Des voitures? De l'art contemporain? Des cartes anciennes ?» répondis-je, sachant qu'elle ne comprendrait pas. « De Paris, plus précisément. Comme c'est pittoresque. » Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Chacun ses excentricités, je suppose. J'entendis Théo changer imperceptiblement d'appui derrière moi. Ce petit geste qu'il faisait quand quelque chose le mettait mal à l'aise. Combien de fois avais-je remarqué ce mouvement pendant des réunions tendues? Combien de fois avais-je eu envie de me retourner et de lui demander ce qui le dérangeait vraiment? « Laurent, l'annonce aura lieu après la vente du Monet, » poursuivit mon père en ignorant totalement Théo, comme il le faisait avec tout le personnel. « J'ai invité le Figaro et Paris Match. Demain, nous serons en une de tous les journaux. » Quelque chose en moi se durcit. Peut-être fut-ce la façon dont il réduisait ma vie à une stratégie de relations publiques. Ou peut-être fut-ce de sentir la présence silencieuse de Théo dans mon dos, me rappelant qu'il existait d'autres manières de vivre que celles imposées par la famille. « J'ai besoin d'air, annonçai-je brusquement. Marchand, accompagne-moi. » Je n'attendis pas de réponse. Je marchai vers la terrasse qui donnait sur les jardins des Champs-Élysées, conscient des pas de Théo qui me suivait à distance professionnelle. L'air nocturne d'octobre mordait avec des dents de glace, mais nous préférions cela à l'atmosphère étouffante du salon. « Ça va, monsieur ?» La préoccupation dans sa voix était sincère, dépourvue de la fausseté qui imprégnait chaque conversation à l'intérieur. Je m'appuyais contre la balustrade de pierre, contemplant les lumières de Paris qui s'étendaient à l'infini. « Défini, ça va, Marchand. Est-ce que cela signifie remplir ses obligations familiales au prix de tout vestige d'autonomie personnelle? Alors oui, je vais parfaitement bien. » Silence. Puis j'entendis ses pas s'approcher jusqu'à ce qu'il soit à côté de moi, assez près pour que la chaleur de son corps traverse mon costume Savile Row. Quand j'avais 24 ans, commença Théo de cette voix douce qu'il utilisait pour les confidences, j'étais fiancé à une fille de mon village en Provence. Elle était parfaite sur le papier,
Belle, cultivée, de bonne famille. Tout le monde disait que nous formions le couple idéal. Je tournais la tête pour le regarder, surpris. Il ne parlait jamais de sa vie privée. Que s'est-il passé? Je me suis rendu compte que je construisais une vie qui rendait bien en photo, mais qui ressemblait à une prison. Ses yeux miel rencontrèrent les miens, et il y avait là une vulnérabilité qui me frappa comme un coup de poing à l'estomac. J'ai annulé le mariage 2 semaines avant. Ma famille ne m'a pas parlé pendant 1 an. J'ai perdu des amis, ma réputation, tout, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux. Quoi donc? La possibilité d'être honnête avec moi-même, de ne pas me réveiller chaque matin en prétendant être quelqu'un que je n'étais pas. Il fit une pause, et je vis ses doigts se crisper sur la balustrade. Je sais que ce n'est pas pareil. Vous avez des responsabilités que je n'aurai jamais, un empire à protéger. Mais, parfois je me demande si tout ce pouvoir a un sens s'il ne peut pas servir à choisir sa propre vie. Ces mots flottèrent entre nous comme la fumée des cigarettes que les invités fumaient par petits groupes. Une partie de moi voulait lui demander pourquoi il avait vraiment annulé ce mariage. Quelle vérité il avait découverte sur lui-même, qui valait plus que l'approbation sociale. Mais l'autre partie, celle qui avait survécu en érigeant des murs émotionnels plus épais que ceux de la Bastille, s'accrocha au silence sûr. « Ton ingénuité est presque touchante, Marchand, dis-je enfin, bien que les mots sonnent creux même à mes oreilles. Mais dans mon monde, l'honnêteté personnelle est un luxe que peu peuvent se permettre. Ou bien vous ne vous êtes jamais autorisé à essayer. » L'audace de la question me coupa le souffle. N'importe quel autre employé aurait été renvoyé sur le champ pour une telle impertinence. Mais Théo me regardait avec ses yeux qui voyaient trop, qui lisaient les vérités que je cachais derrière costumes hors de prix et montres vintage. « Attention, Marchand, tu franchis des lignes dangereuses. Je suis désolé, monsieur, je ne voulais pas… » « Si tu le voulais, » l'interrompis-je. Et pour la première fois en 14 mois, je laissais quelque chose de vrai traverser mon masque. Et c'est précisément ce qui fait de toi quelqu'un de si dangereux. Avant qu'il puisse répondre, mon téléphone vibra. Un message de mon père. 10 minutes avant l'annonce. Ne me fais pas honte. Je retournai dans le salon. Théo me suivant en silence, mais quelque chose avait changé dans l'air entre nous. Une faille dans mon armure que je ne savais ni comment ni si je voulais réparer. L'idée me vint pendant que j'observais mon père répéter mentalement son discours, gesticulant avec un verre de Château Margaux. Il s'attendait à ce que je sois prévisible, contrôlable, le fils obéissant qui signe où on lui dit de signer. Mais que se passerait-il si, pour une nuit, je cessais de l'être? Que se passerait-il si je feignais de perdre ce contrôle de fer que tout le monde tenait pour acquis? Un test. Pas pour mon père ni pour Isabelle, mais pour la seule personne dont je n'avais pas encore totalement décrypté les intentions. Théo travaillait pour moi depuis plus d'1 an. Il avait vu mes faiblesses et mes forces. Il avait eu accès à des informations qui pourraient me détruire entre de mauvaises mains. Mais que ferait-il si je me montrais vraiment vulnérable? S'il avait l'occasion, parfaite, de me trahir, de me vendre à mes concurrents, ou simplement de m'abandonner quand je ne serais plus utile? Cette question me rongeait les entrailles comme un acide corrosif, car si Théo se révélait être comme les autres, si cette loyauté apparente n'était qu'une nouvelle transaction en attente du bon prix, alors je saurais que j'étais totalement seul au monde. Et sinon, alors je devrais affronter une vérité encore plus terrifiante. « Champagne, monsieur !» Un serveur apparut avec un plateau de coupe pétillante. Je pris une coupe, laissant le plan se former complètement dans mon esprit. Ce serait facile. Quelques vers bien visibles, des mots qui traînent, des gestes exagérés. J'avais vu assez d'hommes ivres lors de ces soirées pour imiter le rôle à la perfection. Et j'observerais. J'observerais chaque mouvement de Théo, chaque décision, chaque parole, quand il croirait que j'étais trop saoul pour m'en souvenir. « Marchand ?» appelai-je, et il fut instantanément à mes côtés. « Ça va être une longue soirée. Garde la voiture prête. » Quelque chose dans son expression me dit qu'il avait perçu le changement de ton, ce courant souterrain de détermination qui précédant mes décisions les plus risquées. « Bien sûr, monsieur. Avez-vous besoin d'autre chose? » « Juste ta présence, comme toujours. » Les mots portaient des couches de sens que ni lui ni moi ne pouvions totalement démêler. La vente commença par des toiles mineures, faisant monter la tente vers les pièces maîtresses. Je bus méthodiquement, vidant des coupes aussitôt remplacées par des serveurs attentifs. En réalité, je versais la plupart dans les plantes décoratives quand personne ne regardait, ou je les échangeais contre celles d'invités déjà éméchés. Mais je gardais toujours un verre à la main, créant l'illusion d'une consommation excessive. « Laurent, modère-toi !» murmura mon père en passant près de moi pendant l'enchère sur un Renoir. « Il faut que tu sois sobre pour l'annonce. » « Je célèbre mon futur bonheur conjugal », répondis-je en traînant légèrement les mots.
N'est-ce pas ce que je suis censé faire? Je vis une réelle inquiétude traverser son visage avant que le masque corporate ne revienne. Nous parlerons plus tard. Parfait. La graine du doute était plantée. Il ne restait plus qu'à l'arroser d'un comportement suffisamment erratique. Quand on apporta le monnaie, je feignis de trébucher légèrement en m'approchant pour mieux voir. Théo surgit aussitôt à mes côtés, sa main effleurant mon coude d'un contact si bref qu'il aurait pu être imaginaire. « Ça va » chuchota-t-il. Et il y avait dans sa voix une inquiétude réelle, pas seulement la politesse professionnelle qu'il réservait aux autres. « Parfaitement » mentis-je en laissant mon poids s'incliner presque imperceptiblement vers lui. Juste une seconde, juste assez pour voir s'il s'écarterait ou me retiendrait. Il me retint. Ses doigts se refermèrent plus fermement autour de mon bras, me stabilisant avec une force que je n'attendais pas de sa silhouette élancée. Il sentait cette odeur discrète de cèdre et de bergamote que j'avais mémorisée sans le vouloir, au fil d'innombrables trajets en ascenseur et réunions en espace clos. « On devrait peut-être vous trouver de l'eau », suggéra-t-il avec une urgence qui n'était pas seulement professionnelle. « Ce dont j'ai besoin, dis-je en laissant volontairement mes mots buter, c'est que tout le monde arrête de me dire ce dont j'ai besoin. » La vente du monnaie atteignit 3 millions d'euros avant que je perde intérêt. Mon père m'observait avec cette expression que je connaissais trop bien, déception mêlée de calcul, évaluant les dégâts causés à sa chorégraphie soigneusement orchestrée. Je m'approchai de lui d'un pas mesuré pour paraître instable sans l'être vraiment. Isabelle recula comme si mon ivresse supposée était contagieuse. « Père, à propos de l'annonce, commençai-je, conscient que Théo était assez près pour entendre. J'ai quelques considérations. Ce n'est pas négociable, Laurent. Nous en avons déjà parlé. Parlé? Intéressant emploi du pluriel. Je me souviens que toi tu as parlé et que moi j'ai écouté, ce qui est une dynamique complètement différente. Tu es ivre, déclara mon père avec froideur. Théo, ramène ton patron à la maison. Tout de suite. C'était parfait. Trop parfait. J'observais Théo tirailler entre ordres contradictoires. Mon père lui intimant de me faire sortir, sa loyauté envers moi le retenant sur place en attente de mon accord. « Vas-y, marchand », dis-je enfin en laissant ma tête pencher légèrement sur le côté. On dirait que j'ai assez fait de scène pour ce soir. Tire-moi d'ici avant que je dise quelque chose de vraiment intéressant. La main de Théo trouva mon dos avec une fermeté surprenante tandis qu'il me guidait vers la sortie. Je sentais les regards nous suivre, les murmures se multipliant comme un virus sur les réseaux sociaux. Laurent Beaumont, le magnate impeccable, pratiquement porté hors d'un gala caritatif. Les gros titres s'écrivaient déjà dans la tête des journalistes présents. « La voiture est à l'entrée sud », murmura Théo, son bras entourant ma taille avec une familiarité que nous n'avions jamais autorisée auparavant. Continuez juste à marcher. « Où pourrais-je aller d'autre » répondis-je, et ma voix sonna plus amère que prévu. N'est-ce pas mon rôle? Aller où on me dit, épouser qui on choisit, vivre la vie qu'on a dessinée pour moi. « Monsieur, s'il vous plaît, gardez vos forces pour le trajet. » Nous sortîmes dans l'air glacé d'octobre, et pendant un instant j'appréciais l'absurdité de la situation. Moi, parfaitement sobre, feignant l'ivresse pour tester la loyauté d'un homme dont l'opinion ne devrait pas m'importer. Un homme dont la proximité physique m'affectait d'une façon que l'alcool n'avait jamais réussi à faire. La Mercedes noire attendait exactement là où Théo l'avait dit. Évidemment, Théo prévoit toujours tout, anticipe toujours, et toujours exactement là où j'ai besoin qu'il soit. Je me laissai tomber sur la banquette arrière avec moins de grâce que d'habitude, observant Théo contourner la voiture pour entrer de l'autre côté. Le chauffeur, Jacques, me lança un regard dans le rétroviseur, la surprise à peine dissimulée. Il travaillait pour ma famille depuis 20 ans et ne m'avait probablement jamais vu dans cet état. « À la maison, Jacques », ordonna Théo avec une autorité que je ne lui connaissais pas. « Et prends ton temps, les rues sont verglacées. » Tandis que la voiture glissait dans la circulation nocturne parisienne, je fermai les yeux et laissai ma tête retomber contre l'appui-tête en cuir. Le vrai test allait commencer. Que ferait Théo maintenant que nous étions relativement seuls? M'interrogerait-il sur mon comportement? Me jugerait-il? Ou se contenterait-il d'accomplir son devoir mécaniquement en attendant que la nuit se termine? « Je sais à quoi tu penses », murmurai-je, gardant les yeux fermés. « J'en doute, monsieur. Tu penses que tu as enfin vu le vrai Laurent Beaumont. Pas le magnate maîtrisé, mais le désastre humain sous le costume hors de prix. » Silence. Puis je sentis un mouvement à côté de moi, le froissement du tissu contre le cuir tandis que Théo se rapprochait. « Vous vous trompez, » dit sa voix douce, plus proche qu'elle ne l'avait jamais été. « Je pense que même quand vous croyez tomber, vous gardez plus de dignité que la plupart des gens à leur meilleur moment. Et je me demande ce qui vous a poussé ce soir, parce que je sais à quel point vous contrôlez chaque aspect de votre vie. » J'ouvris brusquement les yeux, croisant les siens dans la pénombre de la voiture.
Il y avait trop de perspicacité dans ce regard miel, trop de compréhension, comme s'il voyait à travers mon jeu d'acteur jusqu'à désespoir qui le motivait. Tu me connais trop bien, Marchand. Est-ce un problème? Je ne sais pas encore. La Mercedes glissant dans les rues illuminées de Paris créait un silence gênant, seulement rompu par le ronronnement lointain de la circulation. Je gardais les yeux fermés, conscient de chaque respiration de Théo à mes côtés, de chaque petit ajustement de sa position. La tension entre nous était palpable comme l'électricité avant l'orage. « J'ai besoin que tu me rendes un service », murmurai-je en laissant ma voix paraître plus pâteuse que nécessaire. « Tout ce que vous voudrez, monsieur. Arrête de m'appeler monsieur quand nous sommes seuls. Ce soir, juste pour ce soir, appelle-moi Laurent. » Silence. Je sentis son hésitation, le poids de franchir cette ligne invisible que nous avions maintenue pendant 14 mois. Les hiérarchies professionnelles en France sont plus que des titres. Ce sont des murs qui protègent les deux parties des intimités dangereuses. Laurent tenta-t-il enfin et mon prénom dans sa bouche sonna à la fois sacré et interdit. J'ouvris les yeux pour le trouver qui m'observait avec une intensité qui me coupa le souffle. Dans la pénombre de la voiture, avec les lumières de Paris peignant des ombres dansantes sur son visage, il paraissait différent, plus jeune, plus vulnérable. Ses 3 taches de rousseur sur sa joue gauche captaient des fragments de lumière des réverbères que nous dépassions. « Puis-je te poser une question ?» Je laissai ma tête rouler vers lui. Maintenant la comédie. « Pourquoi es-tu resté ? Quand tu as commencé à travailler pour moi, tu avais dit que c'était temporaire, que tu avais juste besoin d'expérience avant de chercher mieux. Ça fait plus d'1 an. » Je vis quelque chose traverser son expression, une fissure dans son propre masque professionnel. Ses doigts trouvèrent le bracelet de cuir usé à son poignet, ce geste nerveux qu'il faisait quand quelque chose le mettait mal à l'aise. « Les raisons changent, » répondit-il prudemment. « Au début, c'était pour le CV, c'est vrai. Travailler pour Laurent Beaumont ouvre des portes dans toutes les entreprises de luxe d'Europe. Et maintenant? Maintenant, il s'interrompit et je vis la bataille intérieure dans ses yeux miel. Maintenant, je reste parce que j'ai découvert que je préfère être là où l'on a besoin de moi plutôt que là où je suis impressionnant sur le papier. » Les mots me frappèrent plus fort que prévu. Combien de fois m'étais-je senti remplaçable dans ma propre vie? Combien de fois n'avais-je été qu'un nom, un patronyme, un compte en banque sur pattes? Mais la façon dont Théo le disait, cette idée d'être nécessaire plutôt qu'utile, touchait quelque chose de profond que j'avais enfoui sous des années de transactions d'affaires. « Et si je te disais que tu n'as pas besoin de moi ?» pressai-je, sachant que je jouais avec le feu mais incapable de m'arrêter, que tu pourrais aller n'importe où, travailler pour quelqu'un qui apprécierait vraiment ce que tu fais, quelqu'un qui ne t'entraîne pas à des galas pour assister à son effondrement personnel, alors je te dirais que tu sous-estimes ta propre valeur. Sa voix prit un ton plus ferme, presque en colère, et que ce soir ce n'était pas un effondrement, c'était de la résistance. Je me redressai brusquement, oubliant un instant de maintenir ma comédie d'ivresse. De la résistance? J'ai vu comment ton père te regardait, comme si tu étais une pièce d'échec qu'il devait déplacer avant que l'adversaire n'attaque. Et j'ai vu ta tête quand Isabelle a parlé de tes cartes comme d'une excentricité honteuse. Ses yeux brillaient d'une passion que je ne lui avais jamais vue. Alors oui, de la résistance, parce qu'un homme qui préfère risquer sa réputation plutôt que de se vendre, entièrement mérite mieux que le mépris. La voiture tourna dans l'avenue Foch, nous rapprochant de mon appartement. Jacques roulait lentement, comme Théo l'avait demandé, nous offrant plus de temps dans cette bulle suspendue, où vérité sortait plus facilement que sous la lumière du jour. « Tu ne me connais pas aussi bien que tu le crois, » dis-je, mais les mots sonnèrent creux même à mes oreilles. « Je te connais mieux que tu ne te permets de te connaître toi-même. » Théo se tourna complètement vers moi, son genou frôlant le mien dans l'espace étroit. « Je sais que tu dors exactement 5 heures par nuit parce que te réveiller plus tard te fait te sentir improductif. Je sais que tu commandes chaque matin le même café, un double espresso avec juste une goutte d'eau chaude, parce que c'est ce que buvait ton frère. Je sais que tu touches la cicatrice de ton menton quand tu penses à quelque chose que tu préférerais oublier. » Ma main se figea à mi-chemin de mon menton, prise en flagrant délit. « Tu observes trop, Marchand. »« Théo, » corrigea-t-il doucement, « tu as dit que ce soir on laissait tomber les formalités. »« Théo, » répétai-je, et son prénom dans ma bouche était dangereux. « Pourquoi observes-tu autant ?» La question flotta entre nous, lourde de non-dits. Je vis le moment exact où Théo décida de risquer vérité, la façon dont ses épaules se carrèrent, et sa respiration s'approfondit. Parce que quand on trouve quelque chose qui mérite d'être préservé, on fait attention à chaque détail. Comme ces cartes anciennes que tu collectionnes, on les étudie, on les mémorise, on les protège de la lumière et du temps. Il s'arrêta, et quand il reprit, sa voix n'était plus qu'un murmure.
Peut-être que c'est ce que je fais avec toi. T'étudier, te mémoriser, essayer de te protéger des choses qui te font mal, même quand l'une de ces choses, c'est toi-même. La voiture s'arrêta devant mon immeuble, mais aucun de nous ne bougea. Le portier en uniforme attendait discrètement sous la marquise éclairée, gardant ses distances professionnelles. « Il faut que je vous monte », dit enfin Théo. Mais cela ne sonnait pas comme un assistant qui exécute un ordre. Cela sonnait comme quelqu'un qui se soucie vraiment. « Je suppose, oui », répondis-je en laissant mon corps s'incliner légèrement contre le sien tandis que nous sortions de la voiture. Je ne peux pas laisser le portier me voir trébucher dans mon propre hall. Les ragots vont plus vite que le métro dans cet immeuble. Jacques nous observa d'un air indéchiffrable tandis que Théo m'aidait à sortir. Le bras de mon assistant entoura ma taille avec une familiarité que nous aurions soigneusement évitée en temps normal, mais qui maintenant semblait naturelle, nécessaire. Le hall de marbre et d'or de l'immeuble resplendissait d'opulence 19e siècle. Le portier ouvrit la porte de l'ascenseur privé sans un mot, bien que ses yeux parlent pour lui. Laurent Beaumont, soutenu par son employé. Le scandale serait dans tous les appartements au petit déjeuner. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, nous enfermant dans l'espace réduit. Théo maintint sa prise ferme tandis que l'ascenseur montait doucement vers le penthouse. Je sentais la chaleur de son corps à travers les épaisseurs de tissu coûteux. Je respirais ce cèdre et cette bergamote qui étaient devenus réconfortants sans ma permission. « Sais-tu quelle est la partie la plus solitaire de vivre au sommet ?» demandai-je en regardant notre reflet déformé dans les portes dorées de l'ascenseur. « Tout le monde suppose que tu es complet, qu'avoir tout signifie ne rien avoir besoin. » « Mais ce n'est pas vrai, » répondit Théo, et ce n'était pas une question. « Non, ça ne l'est pas. » L'ascenseur s'arrêta avec un léger tintement. Je sortis mes clés d'un geste volontairement maladroit, les laissant tomber par terre. Théo se baissa pour les ramasser, et pendant un instant nous fûmes incroyablement proches, son visage au niveau du mien, ses yeux miel cherchant quelque chose dans les miens. « Permettez-moi, » dit-il en prenant les clés et en ouvrant la porte de mon appartement. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par les lumières de Paris qui filtraient à travers les baies vitrées. Théo me guida à l'intérieur avec précaution, refermant la porte derrière nous. Le déclic du verrou résonna comme un point de non-retour. « Où est votre chambre ?» demanda-t-il, sa voix professionnelle glissant légèrement. « Suis la lumière », répondis-je énigmatiquement en désignant le couloir menant à mes appartements privés. Nous marchâmes en silence, et à chaque pas je sentais le poids de ce que je faisais. Ce test, cette mise en scène élaborée, révélait plus que je ne l'avais prévu. Pas seulement sur Théo, mais sur moi-même. Sur combien j'avais désiré que quelqu'un me voie vraiment. Pas la version polie que je présentais au monde. Ma chambre était spartiate pour un homme de ma fortune. Un lit king-size au drap de lin égyptien blanc, une armoire ancienne en acajou, un fauteuil près de la fenêtre où je lisais. Aucune ostentation inutile. Théo me conduisit jusqu'au lit avec une douceur qui me fit ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis des années. « Vous avez besoin de repos », dit-il en m'aidant m'asseoir au bord du lit. « Demain sera difficile quand votre père appellera. » Sûrement. Je laissai ma tête pendre en avant, fixant mes John lobes. « Théo, avant que tu partes, as-tu déjà fait quelque chose que tu savais mauvais mais qui te semblait absolument nécessaire ?» Il s'agenouilla devant moi, commençant à dénouer mes chaussures, avec une intimité contre laquelle j'aurais dû protester mais qui me laissa sans voix. Tout le temps, comme rester dans un emploi qui me fait probablement plus de mal que je ne veux l'admettre. Quel genre de mal? Ses mains s'arrêtèrent, tenant mon pied droit entre ses paumes. Le genre qui vient de désirer des choses qu'on ne peut pas avoir, de tenir à quelqu'un qui ne pourra jamais vous voir de la même façon. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Et si cette personne te voyait différemment de ce que tu crois? Théo leva les yeux, et dans son regard je vis refléter le même désir, la même peur, la même impossibilité que je ressentais depuis des mois. Alors tout deviendrait encore plus compliqué, tu ne crois pas? Je me penchai en avant, réduisant l'espace entre nous jusqu'à pouvoir compter les paillettes dorées dans ses iris. La complication suppose qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être compliqué. Laurent, mon prénom dans sa bouche était un avertissement, une supplication, une question. Dis-moi que je me trompe. Les mots sortirent de plus rudes que prévu. Dis-moi que j'ai mal interprété tout. Chaque regard qui dure une seconde de trop, chaque fois que ta main effleure la mienne quand tu me tends des documents, la façon dont tu sais exactement ce dont j'ai besoin avant que je le demande. Je ne peux pas dire ça, admit-il enfin, et son honnêteté me détruisit et me reconstruisit à la fois. Mais je ne peux pas être non plus la raison pour laquelle tu compliques encore plus ta vie. Ton père, Isabelle, l'empire que tu as hérité,
Je ne suis qu'un assistant de Provence qui ne rentrera jamais dans ton monde. Mon monde est une prison dorée, Théo. J'ai peut-être besoin de quelqu'un qui vienne de l'extérieur pour me rappeler qu'il existe d'autres façons de vivre. Je me levai brusquement, chancelant volontairement pour que Théo se redresse et me stabilise. Nous restâmes ainsi, ses mains sur mes bras, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Je sentais son souffle se mêler au mien. Je voyais la bataille intérieure dans chaque trait de son expression. « Tu devrais partir », dis-je bien que chaque fibre de mon être hurlait le contraire, avant que l'un de nous fasse quelque chose qu'on ne pourra pas défaire. « C'est vraiment ce que tu veux ?»« Non, mais c'est ce que je devrais vouloir. » Théo hocha lentement la tête, reculant d'un pas qui me sembla un abîme. « Alors je vais partir. Mais Laurent, quoi que tu aies testé ce soir, quel que soit le jeu auquel tu joues, tu dois savoir que tu connais déjà la réponse. Tu l'as toujours connue. » Il se dirigea vers la porte, et pendant un instant je pensais le laisser partir, garder les lignes professionnelles, protéger le peu qu'il restait de ma vie contrôlée. Mais je pensais à l'annonce de fiançailles qui n'avait jamais eu lieu, aux cartes anciennes rangées dans une pièce où personne ne pouvait me voir pleurer, à 14 mois de désirer quelque chose que j'avais eu trop peur de nommer. « Reste, dis-je. » Et ma voix sonna enfin comme la mienne, sans ivresse feinte, sans masque. « S'il te plaît, juste, reste encore un peu. » Théo se figea dans l'encadrement de la porte, dos à moi. Je voyais la tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts se crispèrent sur le chambranle. Puis, lentement, il se retourna. « Tu es sobre ?» demanda-t-il, et il y avait une nouvelle compréhension dans sa voix qui me fit comprendre que le jeu était fini. Complètement. Je l'ai été toute la soirée. La confession flotta dans l'air comme du cristal sur le point de se briser. Je vis Théo assimiler mes mots, chaque pièce du puzzle de la nuit se mettre en place. L'ivresse supposée, les phrases soigneusement calculées, le moment dans la voiture où j'avais laissé échapper trop de vérité en pensant que je ne m'en souviendrais pas. « Tout était un test ?» demanda-t-il d'une voix plate, contrôlée d'une manière qui me glaça le sang. « Tu m'as fait croire que tu étais vulnérable juste pour voir ce que je ferais, pour vérifier si j'étais loyal ou si j'allais te vendre au plus offrant. Ce n'était pas seulement ça. Alors c'était quoi ?» Il fit 2 pas vers moi et pour la première fois depuis que je le connaissais, je vis une vraie colère dans ses yeux miel. Un jeu, un divertissement pour le magnate ennuyé qui voulait voir jusqu'où irait son employé dévoué. Il fallait que je sache si je pouvais te faire confiance. Les mots sonnèrent pathétiques même à mes propres oreilles. Dans ce monde, Théo, tout le monde veut quelque chose. Tout le monde a un prix. J'ai été trahi par des associés, des amis, même par la famille. Il fallait que je sache si tu étais différent. Et il ne t'est pas venu à l'esprit de simplement me le demander ? Sa rire fut amer, tranchant. Ou bien la communication honnête est-elle trop banale pour Laurent Beaumont ? Préfères-tu manipuler les situations et observer depuis l'ombre comme si nous n'étions que des pions sur ton échiquier d'entreprise ? Chaque mot était un coup direct, et le pire, c'est qu'ils étaient tous mérités. Je m'étais justifié le mensonge comme nécessaire, comme une protection, mais la vérité était plus sombre. J'avais peur. Peur de poser la question directement et d'entendre un mensonge convaincant. Peur de faire confiance et d'être détruit une fois de plus. Tu as raison, admis-je, et le poids de l'honnêteté était presque insupportable. J'ai passé tellement de temps à protéger mon empire, mes intérêts, que j'ai oublié comment traiter les gens autrement que comme des variables dans une équation de risque. Et moi, qu'est-ce que je suis, Laurent ? Une variable que tu as enfin calculée correctement ? Tu es la seule personne en 14 mois qui m'a fait sentir que je vaux peut-être quelque chose au-delà de mon nom de famille et de mon compte en banque. Les mots jaillirent en avalanche, impossibles à retenir. C'est toi qui mémorises comment je prends mon café parce que ça t'importe, pas parce que c'est ton travail. Toi qui défends ma réputation quand tu crois que je n'écoute pas. Toi qui vois les cartes anciennes non comme une excentricité, mais comme quelque chose qui mérite le respect. Théo resta immobile, digérant. Je voyais la bataille sur son visage. La colère légitime contre quelque chose de plus doux, de plus dangereux. L'envie de partir contre l'élan de rester. Dans la voiture, dit-il enfin d'une voix plus calme mais pas moins intense. Quand tu as dit que je t'observais trop, tu avais raison. Mais ce n'est pas parce que tu es mon patron, ou parce que c'est dans ma fiche de poste, c'est parce que chaque détail de toi est devenu quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de remarquer. La façon dont tu touches cette cicatrice quand tu penses à ton frère. Comment ton accent parisien devient plus marqué quand tu es fatigué. La manière dont tes yeux s'adoucissent quand tu crois que personne ne te regarde. Il s'approcha, réduisant l'espace entre nous d'un pas délibéré. Alors oui, Laurent, tu as réussi ton test. Je suis loyal. Je suis fiable.
J'ai refusé des pots de vin qui auraient pu sauver ma mère d'une mort lente et douloureuse, parce que l'idée de te trahir me répugne physiquement. C'est ça que tu avais besoin d'entendre. Ta mère. L'information me frappa comme un TGV. Qu'est-ce qu'elle a? Cancer du pancréas, stade 4. Les traitements expérimentaux en Suisse coûtent plus que ce que je gagnerais en 5 ans à travailler pour toi. Mais quand Gérard Fontaine m'a proposé 100 000 € pour des informations sur tes fusions prévues, je lui ai dit d'aller au diable. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Parce qu'apparemment, ma stupide loyauté vaut plus que la vie de ma mère. Le monde vacilla sous mes pieds. Pendant 14 mois, il avait travaillé à mes côtés, efficace et dévoué, pendant que sa mère mourait lentement et qu'il s'enfonçait dans les dettes médicales. Et moi, je n'avais jamais demandé, jamais regardé au-delà de ma propre paranoïa pour voir la souffrance juste sous mon nez. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Et risqué que tu penses que c'était une manipulation pour obtenir une augmentation? Ou que tu profites de mon désespoir? Dans ton monde, Laurent, la vulnérabilité est une faiblesse qu'on exploite, pas une réalité qu'on soutient. Il avait raison. Et je détestais à quel point il avait raison. De combien as-tu besoin? La question sortit avant que je puisse penser aux implications, à la façon dont cela ressemblerait à une tentative d'acheter son pardon. Je ne veux pas de ton argent. Sa voix était ferme, définitive. C'est exactement ce que tout le monde fait, non? On propose de l'argent comme si ça pouvait tout résoudre, comme si les relations humaines n'étaient que des transactions en attente du bon montant. Alors, qu'est-ce que tu veux? Théo s'approcha jusqu'à ce que nous soyons face à face, si près que je pouvais voir les paillettes dorées dans ses iris, compter les taches de rousseur sur sa joue, sentir la chaleur qui irradiait de sa peau. Je veux que tu sois honnête, pas le Laurent Beaumont qui calcule chaque mot, qui anticipe 5 coups à l'avance, qui transforme les émotions en stratégie. Je veux l'homme qui collectionne, des cartes de route qui n'existent plus parce qu'elles lui rappellent que le passé compte encore, celui qui pleure un frère mort il y a 15 ans, dans une pièce où personne ne peut le voir. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. Comment sais-tu pour cette pièce? Parce qu'il y a 6 mois, je suis arrivé en avance à ton appartement pour une réunion. La porte était entr'ouverte. J'ai vu les cartes, les dates écrites dans les coins, le portrait de quelqu'un qui te ressemble tellement que ça ne pouvait être que ton jumeau. Sa voix s'adoucit, et j'ai entendu pleurer un homme que le monde croit incapable de larmes. Je me sentis complètement nu, toutes mes défenses désarmées. Tu as dû me trouver pathétique. Je t'ai trouvé humain, et ça m'a fait plus peur que tu ne peux l'imaginer, parce qu'il est bien plus difficile de garder des limites professionnelles avec quelqu'un d'humain. Le silence s'étira entre nous, chargé de confessions non dites et de possibilités terrifiantes. Dehors, Paris brillait de millions de lumières, totalement indifférente au moment qui se jouait dans ma chambre. Mon frère Alexandre, commençai-je, surpris par ma propre volonté de partager, est mort dans un accident de voile en Corse. J'étais avec lui. J'aurais pu le sauver si j'avais été plus rapide, plus fort, moins lâche. Et tu n'étais pas lâche. La certitude dans la voix de Théo n'admettait pas de discussion. Les survivants croient toujours qu'ils auraient pu faire plus. C'est une partie du deuil. Comment le sais-tu? Parce que mon père est mort quand j'avais 18 ans. Crise cardiaque au volant en rentrant du travail. J'avais appelé pour lui demander d'apporter des plats chinois. Si je n'avais pas appelé, il aurait peut-être pris un autre chemin, serait rentré plus tôt, aurait reçu de l'aide à temps. Il marqua une pause. J'ai passé 3 ans à me culpabiliser avant de comprendre que la douleur a besoin d'un endroit où atterrir, et que la culpabilité est plus facile que l'acceptation. Quelque chose en moi se brisa avec ces mots. Toute l'armure soigneusement construite, toutes les défenses perfectionnées durant des années de transactions sans âme, s'effondrèrent, et avant de pouvoir m'en empêcher, avant de me souvenir de toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée, je comblais la distance entre nous. Le baiser fut inévitable, comme la gravité ou l'aube. Mes mains trouvèrent son visage, mémorisant la ligne de sa mâchoire, la douceur de sa peau. Il répondit avec une intensité qui me coupa le souffle, ses doigts s'enroulant dans mes cheveux, son corps se pressant contre le mien avec une urgence égale à la mienne. Il avait le goût de menthe et de promesses non dites, de tout ce que je m'étais refusé pendant 14 mois condensés en un instant de reddition absolue. Ses lèvres bougeaient contre les miennes, avec un mélange de tendresse et de désespoir, comme s'il avait attendu ce moment autant que moi, craignant qu'il n'arrive jamais. Quand nous nous séparâmes enfin, nous respirions tous les deux difficilement. Les mots semblaient inadéquats pour ce qui venait de se passer, pour la ligne que nous venions de franchir de façon irrévocable. Ça complique tout, murmurai-je contre ses lèvres, incapable de m'éloigner complètement. C'était déjà compliqué, répondit Théo, son front contre le mien. Ça ne fait que le rendre honnête. Il avait raison, comme toujours.
Mais l'honnêteté venait avec des conséquences que nous n'avions pas encore totalement mesurées. Mon père, Isabelle, le scandale qui éclaterait quand le magnate Laurent Beaumont apparaîtrait non pas avec une épouse convenable, mais avec son assistant masculin de Provence. Mon père va me déshériter, dis-je plus pour moi-même que pour Théo. Le conseil d'administration remettra en cause mon leadership. Les médias vont se régaler des gros titres. Et c'est suffisant pour t'arrêter? Ce n'était pas un défi, mais une vraie question. Pour retourner dans la cage dorée et faire comme si rien de tout cela n'avait existé? Je pensais aux cartes de route qui n'existent plus, aux vies qui auraient pu être différentes si des décisions différentes avaient été prises à des moments cruciaux. Je pensais à mon frère Alexandre, mort en poursuivant sa passion pour la mer plutôt que d'accepter le destin corporate que notre père lui avait tracé. Et je pensais à 14 mois de regards volés, de connexions niées, de vivre une vie, parfaite sur le papier mais vide en réalité. Non, répondis-je enfin, et les mots me donnèrent l'impression de sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en bas. Ce n'est plus suffisant. Le soulagement sur le visage de Théo fut si palpable qu'il faillit me faire pleurer. Il m'embrassa encore, plus doucement cette fois, comme s'il savourait enfin quelque chose de précieux qu'il avait le droit d'avoir. « Alors on a beaucoup de choses à régler », murmura-t-il contre ma bouche, en commençant par ta mère, et par la façon dont tu vas dire à ton père que les fiançailles n'auront jamais lieu, et par « une chose à la fois », l'interrompis-je en me permettant de sourire pour la première fois depuis ce qui me semblait des années. Mais d'abord pour ta mère. Demain, je transfère les fonds pour la totalité du traitement. Et avant que tu protestes, ajoutai-je en voyant qu'il ouvrait la bouche, ce n'est ni de la charité ni de la manipulation. C'est ce que j'aurais dû faire il y a des mois si je n'avais pas été obsédé par me protéger au point de ne pas voir que quelqu'un de proche avait besoin de protection. Laurent, laisse-moi faire ça, s'il te plaît. Considère que c'est mon excuse pour le test de ce soir, pour ne pas avoir fait confiance quand j'aurais dû, pour avoir failli te perdre par ma propre lâcheté. Théo me regarda avec ses yeux qui voyaient de trop, qui lisaient les vérités que je m'autorisais à peine à admettre, puis il hocha lentement la tête. « Mais ça, dit-il en désignant l'espace entre nous, ce n'est pas transactionnel. Je ne reste pas pour l'argent ou l'aide médicale. Je reste parce que j'ai enfin vu l'homme réel derrière le masque, et il se trouve qu'il vaut la peine des ennuis qui viennent avec lui, même si ces ennuis incluent bataille juridique, scandale médiatique, et peut-être la perte de tout ce que j'ai construit. Surtout dans ce cas, parce que tu auras besoin de quelqu'un qui sache exactement comment tu prends ton café quand le monde deviendra fou. » Son sourire était petit mais sincère, illuminant son visage d'une façon qui me fit momentanément oublier tous les obstacles qui nous attendaient. Nous restâmes ainsi dans ma chambre pendant que Paris dormait dehors, 2 hommes au bord de changer irrévocablement leur vie. Et pour la première fois en 15 ans, depuis la mort d'Alexandre, je ressentis quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Le matin arriva trop vite, filtrant à travers les rideaux d'une lumière gris-doré typique d'octobre à Paris. Je me réveillai et trouvai Théo, endormi dans le fauteuil près de la fenêtre, le corps recroquevillé dans une position qui ne pouvait pas être confortable. Un livre sur les cartes anciennes ouvert sur ses genoux. Il avait refusé de partager le lit, insistant sur le fait que nous devions garder quelques limites jusqu'à ce que la situation avec mon père soit réglée. Je l'observais dans la lumière matinale, mémorisant chaque détail, la façon dont ses mèches cuivrées tombaient sur son front, les cernes sous ses yeux qui parlaient de trop de nuits blanches à s'inquiéter pour sa mère, la manière dont ses doigts tenaient encore le livre comme s'il craignait de le lâcher. Quelque chose dans ma poitrine se serra douloureusement. Mon téléphone vibra sur la table de nuit. 14 appels manqués de mon père, 8 d'Isabelle, 23 messages de divers membres du conseil. Le scandale de la veille avait déjà commencé à se répandre comme un feu de forêt dans le monde corporate parisien. « Depuis combien de temps es-tu réveillé ?» La voix ensommeillée de Théo me fit sursauter. « Pas longtemps. Tu as dormi un peu ?»« Assez. » Il s'étira, sa chemise se relevant légèrement, révélant une bande de peau qui assécha ma bouche. « Ton père a appelé, j'imagine. 14 fois. Tu vas répondre ?» Je m'assis sur le bord du lit, sentant le poids de ce qui allait arriver. « Éventuellement. Mais d'abord, il y a quelque chose que je dois te montrer. » La curiosité traversa son visage tandis qu'il se levait et me suivait hors de la chambre. Nous marchâmes dans le couloir jusqu'à la porte fermée que personne d'autre dans ma vie n'avait franchie. Ma main trembla légèrement en tournant la clé. « Laurent, tu n'es pas obligé. »« Si, je dois. Si on va vraiment faire ça, si on va vraiment essayer, quoi que ce soit, tu dois connaître toutes mes parts, même les casser. » La pièce était exactement comme je l'avais laissée. Cartes anciennes couvrant chaque mur, dates écrites méticuleusement dans les coins supérieurs droits,
Un portrait à l'huile d'Alexandre et moi à 25 ans, accroché au-dessus d'un petit bureau. La lumière du soleil révélait les particules de poussière flottant dans l'air stagnant. Théo entra lentement, ses yeux passant d'une carte à l'autre, absorbant la chronologie de la perte que j'avais documentée de façon obsessionnelle. Chaque carte marquait une année depuis la mort d'Alexandre. Chaque route tracée représentait un chemin que nous aurions parcouru ensemble s'il avait vécu. Celle-ci est de l'an dernier, dit Théo en touchant doucement une carte de 1763 montrant le Paris de Louis XV. Le trajet va du Palais Royal jusqu'à la Corse. Nous avions prévu un voyage pour ses 40 ans. Nous devions refaire la route que Napoléon avait prise en s'échappant de l'île. Ma voix sonnait creuse même à mes oreilles. Il est mort 3 semaines avant. Et celle-là, il désigna une plus ancienne de 1732. Premier anniversaire. Ce trajet va de Notre-Dame jusqu'au cimetière où il est enterré. Je l'ai parcouru 27 fois cette année-là, essayant de comprendre comment le monde pouvait continuer à tourner quand mon autre moitié avait cessé d'exister. Théo se tourna vers moi, et il y avait des larmes dans ses yeux miel. « Laurent, je suis un désastre, Théo. Ça fait 15 ans que je pleure un frère mort, que je collectionne des cartes de route que je ne parcourrai jamais, que je vis une vie qui paraît impressionnante de l'extérieur, mais qui est complètement vide à l'intérieur. Tu veux toujours envie de t'embarquer là-dedans ?» Au lieu de répondre avec des mots, il combla la distance et me serra dans ses bras. Ce n'était pas un geste romantique ou séducteur, mais quelque chose de plus profond. La promesse silencieuse que je n'avais plus à porter le poids seul. Ses bras entourèrent ma taille avec force et j'enfouis mon visage dans son cou, respirant ce parfum de cèdre et de bergamote devenu synonyme de sécurité. « Tout le monde est un désastre d'une façon ou d'une autre », murmura-t-il contre mon épaule. « Certains cachent simplement mieux leurs fissures que d'autres. Mais c'est par les fissures que la lumière entre. Tu te souviens? Leonard Cohen l'a dit, et je crois qu'il avait raison. Nous restâmes ainsi pendant ce qui aurait pu être des minutes ou des heures, 2 hommes brisés trouvant quelque chose qui ressemblait à l'intégrité dans les bras l'un de l'autre. Quand nous nous séparâmes enfin, quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était plus seulement de l'attirance ou même de l'affection, c'était de la reconnaissance. 2 âmes également abîmées, se reconnaissant, dans les fractures de l'autre. Mon téléphone choisit ce moment pour vibrer à nouveau. Cette fois, ce n'était pas mon père. C'était Pierre Rousseau, le père d'Isabelle, et l'un des hommes les plus puissants de l'industrie du luxe français. « Beaumont, il faut qu'on parle. Maintenant. » Son ton n'admettait pas de discussion. Je regardais Théo qui hocha la tête avec compréhension. « Vas-y, affronte ça. Je serai là quand tu reviendras. Tu le promets ? » « Je le promets. » 1 heure plus tard, j'étais assis dans le bureau privé de Pierre Rousseau, rue du Faubourg Saint-Honoré, sentant le poids de sa désapprobation comme du plomb sur mes épaules. L'homme était une légende dans nos cercles. Il avait bâti un empire de parfums et cosmétiques à partir de rien, survécu à 3 récessions, et n'avait jamais perdu une négociation en 50 ans de carrière. « Ton père est dévasté », commença-t-il sans préambule. « Isabelle est humiliée, et moi je me demande si notre fusion prévue reste viable avec quelqu'un d'aussi imprévisible à la tête de Beaumont Industries. Je comprends votre inquiétude, monsieur Rousseau. Mais je dois être clair, il n'y aura pas de mariage avec Isabelle. Cela n'aurait pas été juste pour elle d'épouser quelqu'un incapable de l'aimer comme elle le mérite. Et ton assistant? C'est lui la raison de cette soudaine crise de conscience? La façon dont il prononça assistant était chargée de mépris. Je respirais profondément, me forçant à rester calme. C'était la première de nombreuses batailles que j'allais devoir livrer. Théo Marchand fait partie de l'équation, oui, mais cela va bien au-delà de lui. Il s'agit de vivre avec intégrité plutôt que de se vendre au plus offrant. Intégrité? Rousseau rit sans humour. Quel concept romantique. Mais dans notre monde, Laurent, l'intégrité ne paie pas les factures, ni ne maintient les actions stables. Les scandales, eux, détruisent les carrières. Alors je suppose que je suis prêt à courir ce risque. Ton père va te déshériter. Tu le sais, n'est-ce pas? Je m'en doute. Et le conseil d'administration de Beaumont Industries? Crois-tu qu'il continuera à te soutenir quand les gros titres parleront du PDG qui a abandonné la fiancée parfaite pour son employé masculin? La question frappa là où ça faisait mal. J'avais passé 15 ans à construire ma réputation, à consolider ma position, à prouver que j'étais digne de l'héritage Beaumont. Et maintenant j'étais prêt à tout risquer pour, quoi exactement? La possibilité d'être heureux, pour un homme que je connaissais à peine depuis 14 mois? Mais je pensais à la pièce des cartes, à 15 ans de deuil solitaire, à une vie vécue selon les attentes des autres. Je pensais à la façon dont Théo me regardait, comme si j'étais plus qu'un nom et un compte en banque.
Je pensais à la possibilité de me réveiller chaque matin auprès de quelqu'un qui me connaissait vraiment, fissure comprise. Alors j'affronterai ces conséquences, répondis-je avec une fermeté que je ne me connaissais pas, parce que l'alternative est de passer les 40 prochaines années à me demander ce qui aurait pu être. Et j'ai déjà vécu 15 ans avec ce genre de regrets. Je n'en ajouterai pas d'autres. Rousseau m'étudia avec ses yeux calculateurs qui avaient évalué des milliers d'affaires. Tu es un fou, ou l'homme le plus courageux que j'ai rencontré. Le temps dira lequel. Probablement les deux. Quand je sortis de son bureau, mon téléphone explosait de notifications. Les gros titres étaient déjà parus. Le magnate Laurent Beaumont abandonne ses fiançailles dans un scandale nocturne. Crise nerveuse ou révélation? L'héritier de Beaumont Industries surprend lors d'un gala caritatif. Des sources proches évoquent une liaison secrète avec son assistant personnel. Les médias travaillaient vite. Trop vite. Théo m'attendait à l'appartement, son ordinateur ouvert sur la table de la cuisine, lisant visiblement les mêmes articles. Son visage était pâle, tendu d'une façon que je ne lui avais jamais vue. « Ta vie est en train d'imploser », dit-il sans détour. « Par ma faute. Ce n'est pas ta faute. Ce sont mes décisions. Des décisions que tu as prises après moi, après hier soir. » Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Laurent, je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds tout. Ta famille, ton entreprise, ta réputation. C'est trop. » La peur dans sa voix m'alarma immédiatement. « Qu'est-ce que tu essaies-tu de dire ?» Je dis que peut-être nous devrions ralentir, faire un pas en arrière, laisser les choses se calmer avant que les dégâts soient irréversibles. « Ralentir ?» répétai-je en sentant quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Ou bien tu dis que tu veux renoncer avant même qu'on commence vraiment? Ce n'est pas renoncer, c'est être réaliste. C'est de la lâcheté. Les mots sortirent plus durs que prévu, mais je ne pus les retenir. Hier soir, tu m'as demandé d'être honnête. Tu m'as demandé d'arrêter de calculer et de commencer à ressentir. Et maintenant que je le fais, que je risque tout, tu veux que je recule? Je ne veux pas que tu me haïsses dans 5 ans quand tu te rendras compte de tout ce que tu as sacrifié. La voix de Théo monta, chargée d'émotion. Je ne veux pas être la raison pour laquelle ton père t'a déshérité, pour laquelle tu as perdu l'entreprise que ta famille a bâtie pendant des générations. Je ne peux pas vivre avec cette culpabilité, Laurent. Je fermai les yeux, me forçant à respirer. Il avait raison de craindre les conséquences, mais il avait tort de penser que je lui en voudrais. Regarde autour de toi, dis-je en désignant l'appartement de luxe qui m'entourait. Tu vois tout ça? Les meubles hors de prix, la vue sur Paris, les costumes Savile Row dans mon dressing. Sais-tu ce qu'ils représentent? 15 ans à vivre la vie que les autres avaient choisie pour moi, à être le fils parfait, le PDG impitoyable, le célibataire convoité qui faisait toujours les bons coups, et, sais-tu ce qu'ils représentent encore? La solitude la plus profonde que tu puisses imaginer. Théo me regardait, les yeux brillants de larmes non versées. Alors hier soir, poursuivis-je, pour la première fois en 15 ans, j'ai ressenti quelque chose de vrai, quelque chose qui valait plus que toutes les fusions d'entreprises et les approbations paternelles du monde. Et oui, peut-être que je suis imprudent, peut-être que je le regretterai, mais je préfère risquer le regret que garantir d'autres décennies de morts vivants. Le silence s'étira, lourd de possibilités non dites. Je voyais la bataille intérieure sur le visage de Théo, ses principes luttant contre ses désirs. Je ne sais pas comment faire ça, avoua-t-il enfin dans un murmure. Être ce dont tu as besoin alors que tout ton monde s'effondre. Je n'ai pas besoin que tu sois autre chose qu'honnête. C'était le marché, tu te souviens? Et si mon honnêteté, c'est que j'ai une peur bleue, que je ne sais pas si je suis assez fort pour affronter ce qui vient? Alors nous aurons peur ensemble. Parce que moi aussi j'ai peur, Théo. Plus que je ne l'ai eu depuis que j'ai tenu mon frère mourant dans mes bras. Ces mots finirent par briser les dernières défenses de Théo. Il traversa la cuisine en 2 enjambées, prit mon visage entre ses mains et m'embrassa avec une désespération égale à la mienne. C'était un baiser qui savait la peur et la promesse, tout ce que nous pourrions être si nous osions seulement essayer. Quand nous nous séparâmes, nous tremblions tous les deux. « D'accord », murmura-t-il contre mes lèvres. « D'accord, on va le faire. On affrontera les conséquences ensemble. Tu es sûr? Non, mais je vais le faire quand même. » Mon téléphone vibra encore. Cette fois, c'était mon père. « Viens à la maison. Tout de suite. Il faut régler ça en famille. » Le message final était arrivé. La confrontation que j'avais fuie pendant 37 heures était là. Je regardais Théo, cherchant de la force dans ses yeux miel qui avaient vu mes pires parts, et choisi de rester quand même. « Viens avec moi, » dis-je impulsivement. « Chez mon père, qu'il te connaisse, qu'il voie pourquoi je suis prêt à tout risquer. Laurent, je ne sais pas si c'est sage, probablement pas, mais la sagesse est surcotée. Tu viens ou pas? »
Un sourire lent, magnifique, illumina le visage de Théo. Il faut bien que quelqu'un veille à ce que tu ne fasses pas trop de drame. Oh mon cher Théo, le drame est inévitable à ce stade. Mais au moins nous aurons un public à la hauteur. Tandis que nous nous préparions à affronter mon père, je sus avec une certitude absolue que ma vie ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois en 15 ans, cela ne me terrifiait pas. Cela me donnait de l'espoir. La demeure Beaumont à Neuilly-sur-Seine se dressait comme un monument à 4 générations de succès entrepreneurial. Jardin impeccable, fontaine du XVIIIe siècle, baies vitrées reflétant le ciel gris d'octobre. J'avais grandi dans cette maison, couru dans ses couloirs avec Alexandre, appris à être un Beaumont entre ses murs imposants. Maintenant, j'y revenais avec l'intention de tout démonter ce que ces murs représentaient. La Mercedes s'arrêta devant l'entrée principale. Jacques nous regarda dans le rétroviseur avec une expression mêlant inquiétude et quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Bonne chance, monsieur Laurent. Monsieur Théo. » Le fait qu'il traite Théo avec le même respect que moi ne m'échappa pas. Peut-être que le changement avait déjà commencé, de petites manières inattendues. « Prêt ?» demandai-je à Théo en serrant brièvement sa main avant de la lâcher. Même maintenant, même prêt à la confrontation ultime, les réflexes de protection publique étaient difficiles à briser. Aussi près qu'on peut l'être pour affronter un titan de l'industrie française qui veut probablement me voir disparaître. Souviens-toi juste, tu es plus fort que tu ne le crois, et je serai à tes côtés à chaque instant. La porte s'ouvrit avant même que nous puissions sonner. Marguerite, la gouvernante qui travaillait pour ma famille depuis 30 ans, nous accueillit avec une expression soigneusement neutre, mais je vis ses yeux s'adoucir en me regardant, et je sus qu'au moins une personne dans cette maison ne m'avait pas totalement condamné. Ton père est dans le bureau, Laurent. Il... Attends. L'euphémisme de l'année. Nous traversâmes le hall de marbre, passant devant les portraits d'ancêtres Beaumont qui nous jugeaient depuis leur cadre doré. Alexandre me regardait depuis une photo de notre 25e anniversaire, tous les deux souriant sans savoir qu'il ne lui restait plus que 3 ans à vivre. Mon père se tenait debout près de la fenêtre du bureau, mains croisées dans le dos, posture militaire qu'il adoptait avant une bataille. À 67 ans, Henri Beaumont restait imposant. 1,85 m de détermination inflexible, cheveux argent parfaitement coiffés, costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Théo. Laurent, mon nom dans sa bouche sonnait comme une sentence. Et je vois que tu as amené de la compagnie. Père, voici Théo Marchand, mon assistant personnel, et la personne avec laquelle je compte passer le reste de ma vie. Les mots sortirent avec plus de fermeté que je n'en ressentais intérieurement. Théo se raidit à mes côtés, mais garda sa contenance, offrant une légère inclinaison de tête respectueuse. Ah oui, l'assistant. Mon père se tourna enfin, et ses yeux vert gris, si semblables aux miens, nous évaluèrent avec la précision d'un chirurgien. L'homme pour qui tu as détruit un engagement stratégique, humilié une famille respectable et potentiellement ruiné des décennies de planification corporate. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Beaumont, intervint Théo d'une voix plus ferme que je ne l'attendais. Laurent n'a rien détruit. Il a choisi l'honnêteté plutôt que la convenance. Si cela est destructeur, alors peut-être que le système qui exige le sacrifice personnel pour sauver les apparences est ce qu'il faut examiner. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Je vis quelque chose vaciller dans les yeux de mon père. Surprise? Respect réticent? Avant que le masque de désapprobation ne revienne. Tu as du cran, petit. Je te l'accorde. Mais le cran ne bâtit pas d'empire. La discipline, oui. Le sacrifice. Oui, comprendre que nos vies personnelles sont secondaires aux legs que nous protégeons. Secondaires, ma propre voix trancha l'air. Comme ça l'était pour toi quand maman est morte et que tu as noyé ton chagrin dans le travail jusqu'à oublier comment être père en plus d'être PDG. Comme ça l'était pour Alexandre quand il est mort, en poursuivant la seule chose qui le rendait vraiment heureux parce qu'il savait que tu ne l'approuverais jamais. Mon père tressaillit comme si je l'avais frappé. N'ose pas utiliser ton frère. Pourquoi pas? C'est la vérité que nous évitons tous les deux depuis 15 ans. Alexandre est mort en naviguant en Corse parce que c'était la seule façon qu'il avait de se sentir libre. Et j'étais là, je le tenais pendant qu'il se noyait dans son propre sang. Je l'écoutais s'excuser de ne pas être le fils dont tu avais besoin. Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant. 15 ans de douleur refoulée trouvant enfin une issue. Je sentis la main de Théo dans mon dos, encre silencieuse. Ces derniers mots ont été « Dis à papa que je suis désolé », continuai-je, la voix brisée. Pas « Je t'aime », pas « Prends soin de toi ». Juste une excuse de ne pas avoir répondu à des attentes impossibles. Et moi j'ai passé 15 ans à devenir le fils parfait pour compenser son absence, niant mes propres désirs,
construisant une vie impeccable vue de l'extérieur mais totalement vide à l'intérieur. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Il s'effondra dans son fauteuil de cuir, l'homme puissant soudain réduit à un père qui avait trop perdu. « Tu crois que je ne le sais pas ?» murmura-t-il. « Que je n'ai pas vécu avec cette culpabilité chaque jour depuis qu'il est mort. » Alexandre était... Il savait rire. Il trouvait de la joie dans les choses simples. Et moi, je l'ai poussé sans cesse à être autre chose, jusqu'à ce que la seule façon pour lui de respirer soit loin de moi. La vulnérabilité dans sa voix me désarma complètement. En 42 ans, je n'avais jamais entendu mon père admettre une erreur, encore moins parler d'Alexandre autrement qu'avec fierté corporative. Je ne veux pas répéter cette erreur avec toi, Laurent, mais je ne sais pas non plus comment simplement accepter que tout ce que nous avons bâti, tout ce que nous représentons, puisse changer à cause de... Il fit un geste vague vers Théo. L'amour, compléta doucement Théo. Le mot que vous cherchez est l'amour. Et je sais que dans votre monde, cela semble faible ou irrationnel. Mais l'amour est la seule chose qui rend tout le reste valable. Votre fils le sait. Alexandre le savait. Peut-être est-il temps que vous le reconnaissiez aussi. Mon père regarda Théo avec l'intensité qu'il réservait aux salles de conseil pour intimider les concurrents. Mais Théo ne se recroquevilla pas, soutenant le regard avec une dignité calme qui fit gonfler mon cœur de fierté. « Tu es différent de ce que j'attendais, admit enfin mon père. Plus consistant. Vous vous attendiez à un chasseur de fortune sans scrupuleux ?» demanda Théo avec un petit sourire. « Je comprends. À votre place, je me méfierais aussi. Mais la vérité, c'est que j'ai lutté pendant des mois contre mes sentiments pour Laurent parce que je savais exactement le nombre de complications que cela apporterait. Je n'ai pas choisi cela parce que c'était facile ou avantageux. Je l'ai choisi parce que l'alternative, vivre sans lui, était devenue impossible à envisager. » Les mots résonnèrent dans le bureau nu, dépourvu de toute prétention. Je vis quelque chose changer dans l'expression de mon père, un adoucissement presque imperceptible. « Laurent, dit-il enfin en se tournant vers moi, si je fais ça, si j'accepte cette situation, il y aura des conséquences. Le conseil d'administration remettra en cause ton leadership. Les médias vont se régaler. Les concurrents utiliseront cela comme une faiblesse. Es-tu prêt à ça? Je le suis. Parce que l'alternative, c'est passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu être. Et j'ai déjà perdu 15 ans avec ce regret pour Alexandre. Je n'en perdrai pas 40 de plus. » Mon père hocha lentement la tête, comme s'il digérait une information complexe. « Ton grand-père m'a dit un jour que le vrai pouvoir ne réside pas dans le respect des règles, mais dans le fait de savoir quand les réécrire. Je suppose que tu es en train de réécrire l'histoire des Beaumont. Je ne veux pas la réécrire. Je veux l'élargir. Inclure la possibilité que nous puissions être à la fois prospères et heureux, puissants et humains, que l'héritage que nous laissons puisse être plus que des chiffres sur un bilan. » Le silence s'étira tandis que mon père réfléchissait. Je voyais des décennies de conditionnement se battre contre quelque chose de plus doux, de plus humain. Finalement, il se leva et s'approcha de nous. « Ce ne sera pas facile, prévint-il, et je ne peux pas promettre que j'accepterai tout cela du jour au lendemain. Mais je ne vais pas te perdre comme j'ai perdu Alexandre. Si ce jeune homme, dit-il en regardant Théo, est vraiment si important pour toi, alors je suppose que je vais devoir trouver un moyen de faire la paix avec ça. » Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début, bien plus que ce à quoi je m'attendais en entrant. « Merci, père. Ne me remercie pas encore. Il y a des conditions. Je veux que Théo travaille dans un autre département, pas directement sous tes ordres, que vous gardiez tous les deux un professionnalisme absolu au bureau, et que... » Il s'interrompit, la vulnérabilité traversant brièvement son visage. « Et que vous veniez dîner le dimanche, en famille. J'ai besoin d'essayer de faire les choses. Correctement cette fois-ci. » Les larmes revinrent, mais cette fois de soulagement. Nous pouvons faire ça. Quand nous quittâmes la demeure 1 heure plus tard, le ciel d'octobre s'était dégagé, révélant un bleu profond que Paris réserve à ses plus beaux moments. Théo prit ma main dans l'allée, un geste petit mais monumental. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Comme si je respirais pour la première fois depuis 15 ans. 2 mois plus tard, nous étions à Montmartre, marchant dans des rues pavées tandis que le soleil de décembre peignait tout en tons dorés. Nous avions pris l'habitude, chaque dimanche après le dîner chez mon père, de visiter les cafés historiques du quartier, traçant nos propres itinéraires dans Paris qui deviendraient un jour des cartes dans ma collection. La mère de Théo répondait bien au traitement en Suisse. Les gros titres étaient en passé du scandaleux au curieux, puis enfin à presque ennuyeux. Le conseil d'administration avait remis en cause mon leadership, comme mon père l'avait prédit, mais quand j'ai présenté des résultats records pour le trimestre,
Les objections se sont tues rapidement. Isabelle m'avait envoyé une note étonnamment élégante, me remerciant de lui avoir évité des décennies d'ennui avec un homme incapable d'amour véritable. « À quoi penses-tu » demanda Théo en serrant ma main alors que nous nous arrêtions devant le Sacré-Cœur. « Aux cartes, à la façon dont certains chemins disparaissent et d'autres nouveaux apparaissent. J'ai passé 15 ans à tracer des routes que je ne parcourais jamais, et maintenant je marche sur l'une que je n'avais jamais imaginée. Elle est mieux ou pire que ce que tu espérais. Mieux, infiniment mieux. » Je me tournai vers lui, mémorisant comment la lumière du couchant transformait ses yeux miel en or fondu. Parce qu'il s'avère que la meilleure route est celle qu'on parcourt avec quelqu'un qui te fait sentir que la destination importe moins que le voyage. Théo sourit, ce sourire qu'il ne réservait qu'à moi, celui qui rendait tout, les scandales, les complications, les batailles, absolument valables. C'est terriblement ringard pour un magnate impitoyable. Oui, eh bien, tu m'as ramolli, assume la responsabilité. Avec plaisir. Nous nous embrassâmes tandis que le soleil se couchait sur Paris. Deux hommes en train de réécrire leurs propres histoires dans une ville construite sur des strates de passé et de possibilités. Et je sus, avec une certitude absolue, que lorsque j'ajouterais cette carte à ma collection, décembre 2024, le trajet de Neuilly à Montmartre, ce serait la première qui compterait vraiment. Parce que, contrairement à toutes les autres, elle ne représentait pas un chemin que je n'avais pas pris, ou une vie que je n'avais pas vécue. Elle représentait le choix d'être honnête, de tout risquer pour quelque chose de vrai, de trouver l'amour au dernier endroit où j'avais pensé le chercher. Le test de Montmartre avait révélé bien plus que je ne l'avais prévu. Pas seulement la loyauté de Théo, mais ma propre capacité à changer. Et il s'est avéré que nous avions tous les deux réussi avec mention. Tandis que nous redescendions vers la voiture, Paris scintillant autour de nous de millions de promesses, Théo s'arrêta brusquement. « Qu'y a-t-il » demandai-je. « Rien, juste... Je veux me souvenir de cet instant précis où tout est parfait, avant que la vie ne se complique à nouveau, comme elle le fera inévitablement. Sais-tu ce qui est beau avec les instants » Je serrai sa main. On peut toujours en créer de nouveaux. Ce n'est pas notre seule chance de perfection. C'est juste la première de beaucoup. Tu le promets ? Je le promets. Et les Beaumont tiennent toujours leurs promesses. C'est pratiquement notre devise familiale. Son rire résonna dans les rues de Montmartre, se mêlant au son lointain des cloches et des conversations sur les terrasses de café. Et tandis que nous retournions à la voiture, à nos vies, à tout ce qui nous attendait, je sus que j'avais pris la bonne décision. Le test était terminé. La vie avait commencé. Et contre toute attente, contre toutes les attentes, nous avions trouvé moyen d'être à la fois Beaumont et heureux. Il s'avère que ce n'était pas incompatible finalement. Il m'avait suffi de la bonne personne pour me l'apprendre. Fan.